Bonsoir, et avant de commencer, je tiens à remercier le groupe Philomèle pour l'organisation de cette soirée, et je suis très heureuse de pouvoir assister à ce spectacle, mais aussi d'avoir l'occasion de présenter le travail de Monique Wittig, dont je suis la nièce et qui a été quelqu'un de très important pour moi. Alors, l'idée de ces quelques mots, c'est de replacer les guerrières dans l'œuvre et le parcours de Monique, pour dire ensuite quelques mots du contexte d'écriture de ce livre. Vous avez dans le programme un petit déroulé de son parcours, mais je vais un peu revenir là-dessus. Donc, avant les guerrières, Monique Wittig publie aux éditions de Minuit en 1964 un premier roman, L'Opoponax, qui obtient le prix Médicis. La critique, à l'époque, va insister sur le style ainsi que sur le traitement du thème de l'enfance. Par contre, les dimensions féministes et lesbiennes sont passées sous silence, au grand regret de Monique, qui espérait faire de ce roman un cheval de Troie, c'est son expression. Les guerrières paraissent en septembre 1969, il y a 50 ans donc, et durant les 5 années qui séparent ces deux romans, Monique publie des textes courts, très diversifiés, des nouvelles, des articles critiques ou encore des pièces radiophoniques, ainsi que des traductions, notamment la traduction du livre de Marcuse, L'homme unidimensionnel, qui paraît peu de temps avant les événements de 68 et dont, mai 68 va faire circuler ce livre. Et comme le nom de Monique figure en couverture, cette traduction lui offre une certaine notoriété. En 1973, Monique publie son 3e roman, Le corps lesbien, puis en 1976, Brouillon pour un dictionnaire des amantes, donc respectivement le premier chez Minuit, le second chez Grasset, et le Brouillon est co-signé avec Sandy Zweig, qu'elle vient de rencontrer et qui va devenir sa compagne. L'année 1976, c'est également l'année de son départ aux États-Unis, un départ qui s'avère définitif, puisque Monique va vivre et travailler là-bas jusqu'à son décès en janvier 2003, même si elle revient régulièrement en France. Alors, aux États-Unis, une des raisons de son départ, c'est effectivement professionnel. Elle intervient comme professeure invitée dans plusieurs universités américaines, puis se fixe à l'université de Tucson. Cette installation aux États-Unis va quelque peu brouiller la réception de ses écrits, non pas tant du côté des écrits littéraires, mais plutôt du côté des écrits théoriques. Côté littéraire, Monique publie en 1985 son dernier roman, Virgile Non. Cette même année, elle met en scène avec Sandy Zweig Le voyage sans fin au Théâtre du Rond-Point à Paris. À chaque fois, le même procédé est mis en œuvre, reprendre un classique, alors La Divine Comédie de Dante pour Virgile Non, Don Quichotte de Cervantes pour Le voyage sans fin, pour en écrire une version lesbienne. En 1999, soit 14 ans plus tard, un recueil de nouvelles paraît chez Paul, Paris la politique et autres histoires, dont certaines avaient déjà été publiées dans des revues françaises. Côté écrit théorique, elle publie aux États-Unis en 1992, alors excusez mon accent, The Straight Mind and Other Essays, qui paraîtra seulement en 2001 en France sous le titre La pensée straight. Toutefois, comme pour Paris la politique, un certain nombre de textes avaient déjà été rendus publics en France, notamment l'article qui fait le titre du recueil, La pensée straight, et On ne naît pas femme, publiés tous deux par la revue Questions féministes en 1980. Un livre posthume va paraître en 2010, Le chantier littéraire. Il s'agit d'un de ses derniers projets d'écriture qu'elle laisse inachevé. Elle voulait remanier et prolonger le mémoire soutenu en 1986 à l'EHESS de Paris, qui donne à voir sa pratique d'écrivain. Alors, je ne suis pas persuadée que la partition écrit littéraire et écrit théorique soit totalement pertinente dans le cas de l'œuvre de Monique Wittig. Je l'ai adoptée parce qu'elle est plus simple pour un exposé oral, mais la pensée politique de Monique s'exprime et se construit tout autant dans ses romans que dans ses textes théoriques. Ceux-ci ont presque toujours une dimension littéraire très forte. Ce constat m'amène à apporter quelques précisions sur le contexte d'écriture des guerrières. De 1968 à 1976, date du départ aux États-Unis, le travail littéraire de Monique s'inscrit dans une activité collective, politique, militante, intense. Ces 3 romans, Les guerrières, Le corps lesbien, Brouillon pour un dictionnaire des amantes, sont écrits dans un climat d'ébullition, avec en arrière-plan l'idée que l'on va changer le monde. La définition de ce « on » se transformant au fil des engagements et des années.
Les publications successives se nourrissent de cette dynamique et la nourrissent. C'est pourquoi Les guerrières sont tout à la fois un livre manifeste et un livre carrefour. Carrefour entre plusieurs chemins et stratégies possibles pour le combat féministe et lesbien. Elle commence à l'écrire, dit-elle dans une interview, en 1967, suspend sa rédaction, puis la reprend avec l'idée que la suite logique des événements de mai auxquels elle a participé est un mouvement de libération des femmes. Le titre des guerrières renvoie à cette volonté de combat. La mise au féminin du mot guerrilleros fait référence à cette lutte, cet engagement très particulier qu'est la guérilla, dans laquelle le quotidien est le champ de bataille. Quelques mois après, en mai 70, paraît un autre texte manifeste qui sera co-signé par Monique, par sa sœur Gilles, ainsi que deux Américaines, Marcia Rothenburg et Marguerite Stephenson. Son titre va être modifié par la rédaction de l'Idiot International qu'il publie. Initialement intitulé « Pour un mouvement de libération des femmes », il est transformé en « Combat de libération de la femme », donc un article, le « la », que justement elle refuse, avec un sous-titre pour le moins condescendant, « Par-delà la libération gadget, elle découvre la lutte des classes ». Alors, ça tombe un peu mal parce que le texte est un article théorique long, très argumenté, qui effectivement s'appuie sur des citations d'Engels, de Marx, de Mao aussi, mais pas seulement, loin s'en faut. Il fait également référence à Olam de Gouges, à Flora Tristan, ainsi qu'aux luttes féministes en cours aux États-Unis et en Angleterre. Il y a également des passages très beaux au niveau écriture. Et toujours dans cette interview, Monique reconnaît avoir pris en charge la quasi-totalité de la rédaction de cet article. Le « elle » pluriel des guerrières est remplacé par un nous d'affirmation et de combat. Je vous lis les premières phrases. « Nous, depuis ce temps immémorial, vivons comme un peuple colonisé dans le peuple, si bien domestiqué que nous avons oublié que cette situation de dépendance ne va pas de soi. C'est pour l'homme que nous sommes nourris et élevés, c'est par l'homme que nous vivons. Il peut acheter notre corps et quand il est rassasié, il peut s'en débarrasser. L'accord au féminin pluriel pour domestiquer, nourrir et élever ne laisse aucune équivoque sur ce nous. En mai de cette même année 1970, la première AG féministe, non mixte, se tient en France à l'université de Vincennes et en août, une dizaine de femmes déposent une gerbe sous l'Arc de Triomphe en l'honneur de la femme inconnue du soldat inconnu. Et bien sûr se font arrêter, ce qui en fait les arrangeait beaucoup puisque c'était le moyen de faire parler d'elles. Alors, Monique participe à ces différentes actions qui vont permettre, comme l'ont montré les recherches militantes et universitaires de ces dernières années, la rencontre entre des petits groupes qui ne se connaissaient pas, des femmes isolées, pour former ce que les médias vont appeler le MLF, et qu'elle nommait, elle, le plus souvent, tout simplement le mouvement. Voilà, je m'arrête là pour laisser place au spectacle. Espacement doré, lacune, ils sont vus, les déserts verts, on les rêve. On les parlera. Les oiseaux de jet, immobiles, les armes couchées au soleil, le son des voix chantantes.
portent les mortes, ce qui les désigne, comme l'œil des cyclopes, leur unique prénom. Osée, Balkis, Sarah, Nicée, Yol, Zita, Savé, Edmé, Cornélie, Scheherazade, Rophadie, Julienne, Oubawé, Ethmel, Tanji, Chloé, Desdémone, Cécile, Nathalie, Raphaël, Iris, Chandrabati, Vera, Arsinoé, Lise, Brenda, Orphise, Hérodiade. connivence, révolution. Mais c'est l'ardeur au combat, chaleur intense, mort et bonheur dans les poitrines m'a mêlé. Les phénix, libres, les phénix, célibataires et dorés, libres. On entend leurs ailes déployées. Les oiseaux, les sirènes nageantes, les ailes, les arêtes translucides. Et les soleils verts, les soleils verts, les prairies violettes et plates, les cris, les rires, les mouvements, elles affirment triomphant que tout geste est renversement. Il y a là Elsa Brouwer, Julie Brunel, Odile Roch et Evelyne Sabir. Elles sont debout devant la grande assemblée des femmes. Elsa Brouwer frappe des cymbales l'une contre l'autre quand elles s'arrêtent de parler. Tandis que Julie Brunel, Odile Roch et Evelyne Sabir font, pour l'accompagner, de longs roulements sur leur tambour. Elsa Brouwer dit quelque chose comme il y a eu un temps où tu n'as pas été esclave. Souviens-toi, tu t'en vas seule, pleine de rire, tu te baignes, le ventre nu, tu dis que tu en as perdu la mémoire. Souviens-toi, les roses sauvages fleurissent dans les bois, ta main se déchire au buisson pour cueillir les mûres et les framboises dont tu te rafraîchis. Tu cours pour attraper les jeunes lièvres que tu écorches aux pierres des rochers pour les dépecer et les manger tout chauds et sanglants. Tu sais comment ne pas rencontrer un ours sur les pistes. Tu connais la peur l'hiver quand tu entends les loups se réunir. Mais tu peux rester assise pendant des heures sur le sommet des arbres pour attendre le matin. Tu dis qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce temps. Tu dis qu'il n'existe pas. Mais souviens-toi, fais un effort pour te souvenir. Ou, à défaut, invente.
Quand il pleut, elles se tiennent dans le kiosque. On entend l'eau frapper les tuiles et ruisseler sur les pentes du toit. Les franges de pluie entourent le pavillon du jardin, l'eau qui descend aux angles à un débit plus fort. Il y a comme des sources qui creusent les cailloux à l'endroit où elles touchent le sol. À la longue, quelqu'une dit que c'est comme un bruit de miction, qu'elle ne peut pas y tenir en se mettant accroupie. Certaines, alors, font cercle autour d'elle pour regarder les nymphes chasser l'urine. On va au marché pour se procurer les provisions. On passe devant les étals de fruits, de légumes, de bouteilles, de verres roses, bleus, rouges, vertes. Il y a des entassements d'oranges orange, d'ananas ocre, de mandarines, de noix, de mangues vertes et roses, de brugnons bleus, de pêches vertes et roses, d'abricots jaune-orange. Il y a des pastèques, des papayes, des avocats, des melons d'eau, des amandes vertes, des nèfles. Il y a des concombres, des aubergines, des choux, des asperges, du manioc blanc, des piments rouges, des citrouilles. Sur les bras nus des jeunes vendeuses, des guêpes sont posées, qui vont et qui viennent. Les chasseuses ont des chapeaux marron foncé et des chiens. Au coup de fusil qu'on entend, Dominique Aron dit que l'oiseau vole encore, que le lièvre court encore, que le sanglier, le cerf, que le renard, le phacochère court encore. On peut surveiller les environs. Si quelques troupes s'avancent sur la route et que s'élève un nuage de poussière, elle la regarde s'approcher en poussant des cris à la cantonade pour que les fenêtres soient fermées et les fusils tenus derrière les fenêtres. Anne Damien joue à « Sœur, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? Je ne vois que l'herbe qui verdoie et la route qui poudroie. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? Je ne vois que l'herbe qui verdoie et la route qui poudroie. Anne, ma sœur Anne. » Quelque heure que l'on fixe pour désigner le commencement de l'action, il faut se hâter de finir avant le coucher du soleil. On peut apercevoir le bas des échelles posées à terre. Le sommet est caché dans l'amoncellement des feuilles et des fruits. Les paniers au pied des arbres peuvent être pleins de cerises à ras-bord. Il y a des belles de choisies, des cerises anglaises, des griottes, des marascas, des cerises de Montmorency, des bigodelles, des guignes. Elles sont noires, blanches, rouges, translucides. Autour des paniers, les guêpes, les frelons font un grand mouvement. Leur bourdonnement peut être perçu de quelque endroit de la prairie où l'on se trouve. Elles montent dans les arbres. Elles descendent, les bras chargés de fruits. Certaines ont des corbeilles accrochées à la ceinture. Quelques-unes sont immobiles à des hauteurs diverses sur les échelons. D'autres se déplacent entre les branches. On les voit sauter à terre et se débarrasser de leur charge. Les rayons obliques du soleil passent sur les feuilles en les faisant briller. Le ciel est de couleur orange. Elles cassent les noix pour en retirer l'huile. Elles portent les particules au pressoir où elles sont concassées. Les cerneaux sont disposés sur la meule. La longue vis de bois qui fait tourner la meule est ferrée. Des filets d'huile débordent. On écrase en même temps des graines de sésame, des graines de pavot, des pétales de fleurs macérées, des œillets. Des simples, des mauves sont pressés dans la meule. Les fleurs blanches et parfumées du myrte servent également à la préparation d'une huile qui est l'eau des anges. On la recueille dans une vasque de pierre et dans la pièce surchauffée, des vapeurs oléagineuses passent. Les murs sont gras, suintants. Elles détachent leurs cheveux, elles les trempent dans des bains aromatiques. Leurs mains et leurs bras sont luisants, leurs seins sont nus. Elles se font peur
en se cachant derrière les arbres. L'une ou l'autre demande grâce. Alors, on se laisse attraper dans le noir en disant « Malheur à celle qui est vaincue ». Ou bien on cherche à tâtons, en reniflant, celle dont le parfum est honoré. La môme, l'anis, le bétel, la cannelle, le cubeb, la menthe, la réglisse, le musc, le gingembre, la girofle, la muscade, le poivre, le safran, la sauge, la vanille peuvent être honorés successivement. Les porteuses de ces parfums sont alors poursuivies dans le noir, comme à Colin-Maillard. On entend des cris, des rires, des bruits de chute. Nous on fait l'amour et puis la guérilla. L'amour entre nous, c'est l'amour avec joie. Mais pour faire l'amour, il n'y a pas d'endroit. Partout ils sont là et partout on se bat. La 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 la. Nous on fait l'amour et puis la guérilla. Nous on fait l'amour et puis la guérilla. La 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 la. On prendra les villes, on prendra les jardins, on cueillera les fleurs avec nos petites mains, et sur nos poitrines on aura du jasmin, et on dansera en mangeant du raisin. La 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 la. Nous on fait l'amour et puis la guérilla. Nous on fait l'amour et puis la guérilla. La 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 la. On prendra les eaux, on ouvrira les cages. Vive les oiseaux et fini le ménage. On se balancera au cou des girafes. L'amour entre nous, à eux la guérilla. La 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 la. Nous on fait l'amour et puis la guérilla. Nous on fait l'amour et puis la guérilla. La 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 la. On prend le soleil, on le mettra dans le train. On a des casquettes de mécaniciens. On ira en Chine dans le transsibérien. Et puis on s'en fout, tout ce qu'on fait bien. La 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 la. Nous on fait l'amour et puis la guérilla. Nous on fait l'amour et puis la guérilla. La 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 la. Pour dormir, elles gagnent les alvéoles blanches. Elles sont creusées dans les parois par centaines de milliers. Leurs ouvertures concentriques sont tangentes. Elles s'y déplacent avec rapidité, à toute vitesse même. Nues, leurs cheveux couvrant leurs épaules, elles grimpent en choisissant leur emplacement. On peut se coucher dans l'alvéole qui ressemble à un œuf, à un sarcophage, à un haut. Si on ne considère que le plan de l'ouverture, on peut s'y tenir à plusieurs, y faire des gestes, y chanter, y dormir. C'est un lieu de refuge privilégié, quoique non enfermé. L'isolement de l'une à l'autre alvéole est tel que, même en frappant de toutes ses forces entre la paroi ovoïde en tous ses points, les bruits de heurts ne sont pas perçus dans la cellule adjacente. Quand on est couché
dans l'alvéole. Il est impossible de discerner les occupantes des autres cellules. Avant le grand repos, des murmures de voix sont entendus, confus, puis on entend distinctement la phrase « Il faut que cet ordre soit rompu », répétée par des milliers de voix avec force. Quand elles répètent « Il faut que cet ordre soit rompu », elles disent qu'elles ne savent pas de quel ordre il est question. Qu'est-ce que le début ? Disent-elles. Elles disent qu'au début, elles sont pressées les unes contre les autres. Elles ressemblent à des moutons noirs. Elles ouvrent la bouche pour bêler ou pour dire quelque chose, mais pas un son ne sort. Leurs cheveux, leurs poils frisés sont appliqués contre les fronts. Elles se déplacent sur la surface lisse, brillante. Leurs mouvements sont des translations, des glissements. Elles sont étourdies par les reflets au-devant desquels elles vont. Leurs membres à nul point ne peuvent s'accrocher à la verticale, à l'horizontale. C'est la même glace, ni froide, ni chaude. C'est la même brillance qui, nulle part, ne les retient. Elles avancent, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'arrière. Elles progressent, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. Elles se meuvent, lancées les unes contre les autres. Les mouvements qu'elles amorcent avec leurs membres inférieurs ou avec leurs membres supérieurs multiplient les déplacements. S'il y a eu un déplacement initial, c'est un fait qui contredirait leur fonctionnement immuable. Ce serait une variation fondamentale qui contredirait le système d'ensemble. Il instaurerait le désordre. Elles vont ou elles viennent, enfermées dans quelque chose d'étincelant et de noir. Le silence est total. Si parfois elles tentent de s'arrêter pour écouter quelque chose, le bruit d'un train, la sirène d'un bateau, la musique d'un tel, leur mouvement d'arrêt les propulse de part et d'autre d'elles-mêmes, les fait osciller, leur donne un nouveau départ, et elles sont prisonnières du miroir.
Elle rappelle l'histoire de celle qui a longtemps habité là où les chameaux passent. Clémence Mailleul a sans cesse invoqué Amaterasu, la déesse du soleil. En coupant ses cheveux en abondance et en se baissant par 3 fois vers le sol, qu'elle frappe de ses mains et en disant « Je te salue, grande Amaterasu, au nom de notre mère, au nom de celles qui vont venir, que notre règne arrive, que cet ordre soit rompu, que les bons et les méchants soient abattus. » Elles disent que Clémence Mailleul a souvent dessiné sur le sol le O, qui est le symbole de la déesse, le symbole de l'anneau vulvaire. Au bord du lac, il y a un écho. On s'y tient avec un livre ouvert dont les passages préférés sont redits de l'autre côté par la voix qui s'éloigne et répète. Au double écho, Lucie Maure crie la phrase de Fénarède. « Je dis que ce qui est, est. Je dis que ce qui n'est pas, est également. » Quand elle reprend plusieurs fois la phrase, la voix dédoublée puis triple superpose sans cesse ce qui est et ce qui n'est pas. Les ombres couchées sur le lac bougent et se mettent à trembler à cause des vibrations de la voix. Elles disent que de ce chant, on n'entend qu'un « O » continu, qui évoque pour elles le cercle, l'anneau vulvaire. On voit qu'elles ont entre les mains des petits livres dont elles disent que ce sont des féminaires. Bon, il s'agit de nombreux exemplaires du même modèle, ou bien il en existe de toutes sortes. Quelqu'une a écrit sur l'un d'eux un exergue qu'elle se répète à l'oreille et qui les fait rire à gorge déployée. Quand il est feuilleté, le féminaire présente de nombreuses pages blanches sur lesquelles elles écrivent de temps à autre. Elles disent que les féminaires divertissent les petites filles. Par exemple, 3 sortes de nymphes y sont mentionnées. Les nymphes naines sont triangulaires. Ce sont accolés 2 replis étroits. Elles sont presque invisibles parce que les lèvres les dissimulent. Les nymphes moyennes ont l'aspect d'une feuille de liliacée. Elles sont en forme de demi-lune ou triangulaires. On les voit sur toute leur longueur, raides, souples, bouillonnantes. Les grandes nymphes déployées ressemblent à des ailes de papillons. Elles sont hautes, triangulaires ou quadrangulaires, très apparentes. Elles disent qu'étant porteuses de vulves, elles connaissent ce qui les caractérise. Elles connaissent le mont, le pénile, le pubis, le clitoris, les nymphes, les corps et les bulbes du vagin. Elles disent qu'elles s'enorgueillissent à juste titre de ce qui a longtemps été considéré comme l'emblème de la fécondité et de la puissance reproductrice de la nature. Elles disent que le clitoris a été comparé à un noyau de cerise, à un bourgeon, à une jeune pousse, à un sésame décortiqué, à une amande, à une baie de myrte, à un dard,
au canon d'une serrure. Elles disent que les grandes lèvres ont été comparées aux deux valves d'un coquillage. Elles disent que la face cachée des nymphes a été comparée à la pourpre de Sidon, au corail des tropiques. Elles disent que la cyprine a été comparée à l'eau de mer iodée, salée. Elles disent qu'elles ont trouvé des inscriptions sur des murs de plâtre où les vulves ont été dessinées comme les enfants dessinent les soleils, avec de multiples rayons divergents. Elles disent qu'il a été écrit que les vulves sont des pièges, des étaux, des tenailles. Elles disent que le pénile a été comparé à la proue d'un bateau, à son étrave, au peigne d'un coquillage. Elles disent que les vulves ont été comparées aux abricots, aux grenades, aux figues, aux roses, aux œillets, aux pivoines, aux marguerites. Elles disent qu'on peut réciter des comparaisons à la façon des litanies. Elles disent qu'elles exposent leur sexe afin que le soleil s'y réfléchisse comme dans un miroir. Elles disent qu'elles retiennent son éclat. Elles disent que les poils du pubis sont comme une toile d'araignée qui capture les rayons. On les voit courir à grandes enjambées. Elles sont toutes illuminées en leur milieu, à partir des pubis, des clitoris encapuchonnés, des nymphes doubles et plissées. L'éclat qu'elles jettent en s'immobilisant et en se tournant de face fait que les yeux se fixent ailleurs, n'en pouvant supporter la vue. La toison d'or est une des appellations qui a été donnée aux poils qui recouvrent le pubis. Quant aux quêtes des toisons d'or, auxquelles certains mythes des temps anciens font allusion, elles disent qu'elles en savent peu de choses. Elles disent que le fer à cheval, qui est une représentation vulvaire, a été longtemps considéré comme un porte-bonheur. Elles disent que les figures les plus anciennes pour décrire les vulves ressemblent à des fers à cheval. Elles disent qu'en effet, c'est par de tels dessins qu'elles sont désignées sur les parois des grottes paléolithiques. Elles disent que les féminaires privilégient les symboles du cercle, du haut, du zéro, de la sphère. Elles disent que cette série de symboles leur a donné un fil conducteur pour lire un ensemble de légendes qu'elles ont trouvées dans la bibliothèque et qu'elles ont appelé le cycle du Graal. Il y est question des quêtes du Graal pour retrouver le Graal qui a été entreprise par un certain nombre de personnages. Elles disent qu'on ne peut pas se tromper sur le symbolisme de la table ronde qui a présidé à leur réunion. Elles disent qu'à l'époque où les textes ont été écrits, les quêtes du Graal ont été des tentatives singulières, uniques pour décrire le zéro, le cercle, l'anneau, la coupe sphérique contenant le sang. Elles disent qu'à en juger par ce qu'elles savent de l'histoire qui a suivi, les quêtes du Graal n'ont pas abouti, qu'elles en sont restées à l'ordre du récit. Il y a aussi les légendes où les jeunes femmes, ayant dérobé le feu, leurs vulves en ont été les porteuses. Il y a l'histoire de celle qui s'est endormie 100 ans pour s'être blessé le doigt à son fuseau. Le fuseau étant donné pour le symbole du clitoris.
À propos de cette histoire, elles font beaucoup de plaisanteries sur la maladresse de celles à qui les précieuses indications d'un féminaire ont manqué. Elles disent en riant qu'il faut qu'elle ait été le phénomène dont il est parlé par ailleurs, celle qui, à la place de la petite langue prompte au plaisir, a eu un dard venimeux. Elles disent qu'elles ne comprennent pas pourquoi on l'ait appelée la Belle au bois dormant. Elles disent qu'il se peut que les féminaires aient rempli leur office. Elles disent qu'elles n'ont pas le moyen de le savoir. Elles disent que tout imprégnés qu'ils sont de vieux textes, qui pour la plupart ne sont plus entre leurs mains, il leur semble démodé, n'est-ce pas ? Tout ce qu'on peut en faire pour ne pas s'encombrer d'un savoir inutile, c'est de les entasser sur les places et d'y mettre le feu, et il y aurait là le prétexte à faire des fêtes. Elles ne disent pas que les vulves, dans leurs formes elliptiques, sont à comparer au Soleil, aux planètes, aux galaxies innombrables. Elles ne disent pas que les mouvements giratoires sont comme les vulves. Elles ne disent pas que les vulves sont des formes premières qui, comme telles, décrivent le monde dans tout son espace, dans tout son mouvement. Elles ne créent pas dans leur discours des figures conventionnelles à partir de ces symboles. Elles n'utilisent pas, pour parler de leur sexe, des hyperboles, des métaphores. Elles ne procèdent pas par accumulation ou par gradation. Elles ne récitent pas les longues litanies dont le moteur est une imprécation sans fin. Elles ne s'efforcent pas de multiplier les lacunes de façon que, dans leur ensemble, elles signifient un lapsus volontaire, n'est-ce pas ? Elles disent que toutes ces formes désignent un langage suranné. Elles disent qu'il faut tout recommencer. Elles disent qu'un grand vent balaie la terre. Elles disent que le soleil va se lever. Elles disent qu'elles appréhendent leur corps dans leur totalité. Elles disent qu'elles ne privilégient pas telle partie au prétexte qu'elle a été jadis l'objet d'un interdit, n'est-ce pas ? Elles disent qu'elles ne veulent pas être prisonnières de leur propre idéologie, n'est-ce pas ? Les choses étant en cet état, elles font venir les métiers, les quenouilles, les métiers à tisser, les ensouplots, les navettes, les peignes, les cartons, les presses, les cames, les draps, les toiles, les cachemires, les coutilles, les calicots, les crêpes, les indiennes, les satins, les bobines de fil, les machines à coudre, les machines à écrire, les rames de papier, les blocs de sténographie, les bouteilles d'encre, les aiguilles à tricoter, les tables à repasser, les machines-outils, les câbleuses, les embobineuses, les brocheuses, les tables de montage, les bruxelles, les chalumeaux, les fers à souder, les colleuses, les fers à tresser, à tordre, à enfiler, les machines à tricoter, les chaudrons, les grands baquets de bois, les marmites, les casseroles, les plats, les poêles, les balais, de tout poil, les aspirateurs, les machines à laver, les brosses, etc. Elles les entassent sur un bûcher immense auquel elles mettent le feu en faisant exploser tout ce qui ne brûle pas. Alors, en se mettant à danser autour, elles battent des mains, elles crient des phrases obscènes. Elles coupent leurs cheveux ou bien elles les dénouent. Quand le feu a pris fin, quand elles sont lassées de provoquer des explosions, elles ramassent les détritus, les objets qui se ne sont pas consumés, ceux qui n'ont pas fondu, ceux qui n'ont pas été désintégrés. Elle les recouvre de peinture, bleue, verte, rouge, pour les assembler dans des compositions grotesques, grandioses, abracadabrantes, auxquelles elle donne des noms.
Le grand registre est posé sur la table, ouvert. À tout moment, l'une d'elles s'en approche et y écrit quelque chose. Il est difficile de le compulser parce qu'il est rarement disponible. Même alors, il est inutile de l'ouvrir à la première page et d'y chercher un ordre de succession. On peut le prendre au hasard et trouver quelque chose par quoi on est concerné. Cela peut être peu de choses. Les écritures, si diverses qu'elles soient, ont toutes un caractère commun. Il ne se passe pas de moment sans que l'une d'elles s'en approche pour y inscrire quelque chose, ou alors c'est une lecture à haute voix qui est procédée. Il se peut que beaucoup d'entre elles soient présentes pour la lecture. Il se peut aussi que la lecture se fasse sans assistance aucune, sauf une mouche qui importune la lectrice en se posant sur sa tempe. Par grand vent, les feuilles tombent des arbres. On va les ramasser dans des corbeilles à pain. Certaines, à peine touchées, pourrissent. Elles s'éparpillent dans les prés, dans les bois. Il y a dans les paniers des feuilles de châtaignier, de charme, d'érable, de giroflier, de gaillac, de copailler, de chêne, de mandarinier, de saule, de hêtre rouge, d'orme, de platane, de térébinthe, de latanier, de myrte. Thébaïr Jade les disperse dans la salle en criant « Mes amis, ne vous laissez pas abuser par votre imagination. Vous vous comparez entre vous aux fruits du châtaignier, aux clous de girofle, aux mandarines, aux oranges vertes, mais vous n'êtes que les fruits de l'apparence. Comme les feuilles, au moindre souffle, vous vous envolez. Si belle que vous soyez, si forte, si légère, d'un entendement si subtil, si prompt, redoutez la dispersion, restez jointes comme les caractères d'un livre. Ne quittez pas le recueil. Sur les tas de feuilles, elles sont assises en se donnant la main, en regardant au dehors les nuages qui passent. Les porteuses de fables sont bien accueillies. On fait une fête en leur honneur. On dresse les tables dans les serres, dans les orangeries. Les boissons sont mêlées de narcotiques. Il y a dans les vins, dans les alcools, de la belladone, du jusquiam, de la morelle, du datura. Il y a aussi des aphrodisiaques, du hashish, de l'opium. Dans un premier temps, les buveuses sont calmes et par les portes ouvertes, on les voit allongées sur les divans, à demi assoupies ou couchées dans l'herbe sur les pelouses. Plus tard, elles sont prises de délire. Quelques-unes jouent d'un instrument et chantent dans quelques parties. Dans les jardins, les larmes coulent sur leurs joues, les sanglots pour finir interrompent leur chant. D'autres dansent en emmêlant leurs cheveux, en frappant de toute leur force contre leur sol, avec leurs pieds. Dans la légende de Sophie Ménade, il est question d'un verger planté d'arbres de toutes les couleurs. Une femme nue y marche. Son beau corps est noir et brillant. Ses cheveux sont des serpents fins et mobiles qui produisent une musique à chacun de ses mouvements. C'est la chevelure conseillère.
On l'appelle ainsi parce qu'elle communique par la bouche de ses 100 000 serpents avec la femme porteuse de la chevelure. Orphée, le serpent préféré de la femme qui marche dans le jardin, sans cesse lui conseille de manger du fruit de l'arbre du milieu du jardin. La femme goûte du fruit de chacun des arbres en demandant à Orphée, le serpent, comment reconnaître le bon. Il lui est répondu qu'il est étincelant, qu'à le regarder simplement, on a la joie au cœur. Ou bien, il lui est répondu que, dès qu'elle aura mangé le fruit, sa taille se développera, elle grandira. Ses pieds ne quitteront pas le sol, tandis que son front touchera les étoiles. Et lui, Orphée, et les 100 000 serpents de sa chevelure s'étendront de part et d'autre de son visage. Ils lui feront une couronne brillante. Ses yeux deviendront pâles comme des lunes. Elle aura la connaissance. Elles alors pressent Sophie Ménade de questions. Sophie Ménade dit que la femme du verger aura la vraie connaissance du mythe solaire, que tous les textes ont à dessein obscurci. Elles alors la pressent de questions. Sophie Ménade dit « Soleil qui épouvante et ravit, insecte multicolore, chatoyant. Tu te consumes dans la mémoire nocturne, sexe qui flamboie, le cercle est ton symbole, de toute éternité tu es, de toute éternité tu seras. » Elles, à ces paroles, se mettent à danser en frappant la terre de leurs pieds. Elles commencent une danse circulaire, en battant des mains et en faisant entendre un chant. Elles agitent leurs cheveux comme les bacchantes, celles qui aiment à faire bouger leurs tirses. Elles disent des tâchons d'une main rapide, de tous nos bandeaux, nos cheveux qui flottent. Ya, 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 ya. Oh, 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 oh. Elles disent qu'elles sautent comme de jeunes chevaux, là-bas sur les bords de l'Eurotasse. En frappant la terre, elles accélèrent tout leur mouvement. Ya, 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 ya. Oh, 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 oh. Frappez-la comme une biche pour célébrer la déesse Minerve, la plus courageuse, la belliqueuse, la guerrière. Ya, 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 ya. Oh, 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 oh. Frappons la terre, frappons en mesure aux femmes, bougez en rond et tenez-vous par la main, avec légèreté que s'élève enfin le cercle de la danse. Ya, 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 ya. Oh, 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 oh. Elles disent qu'ensemble elles sont invincibles, que leur mouvement est irréversible. Elles disent de tourner d'un autre côté, que chacune avance en révolution. Ya, 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 ya. Oh, 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 oh. Ya, 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 ya. Oh, 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 oh. Ya, 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 ya. Oh, 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 oh. Ya, 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 ya.
L'une d'elles raconte l'histoire de Vlasta. Elle dit comment, sous l'impulsion de Vlasta, s'est constitué le premier état des femmes. Les jeunes femmes de Bohême ont rejoint en Moldavie Vlasta et ses troupes. Dans les forteresses carpathiennes, derrière leurs murs de grès rose, assemblées après les exercices d'armes, elles composent des chants et inventent des jeux. Dans l'état des femmes, les hommes n'ont été tolérés que pour des besognes serviles et il leur a été interdit, sous peine de mort, de porter les armes ou de monter à cheval. Aux ambassadeurs de Bohême, venus en grande colère leur enjoindre de se soumettre, elles font la nique et les pieds de nez et les renvoient émasculés. Plus tard, elles mettent en déroute de troupes nombreuses et entrent dans une longue guerre, au cours de laquelle les guerrières de Vlasta ont appris à toutes les paysannes qui se sont jointes à elles le maniement des armes. Elles se tiennent au-dessus des remparts, le visage couvert d'une poudre brillante. On les voit sur tout le tour de la ville, chantant une espèce de chant de deuil. Les assiégeants sont près des murs, indécis. Elles alors, sur un signal, en poussant un cri terrible, déchirent d'un seul coup le haut de leurs vêtements, dévoilant leurs seins nus et brillants. Les ennemis délibèrent sur ce qu'unanimement ils appellent un geste de soumission. Ils dépêchent des ambassadeurs pour traiter de l'ouverture des portes. Ceux-ci, au nombre de 3, s'écroulent, frappés par des pierres dès qu'ils sont à portée de jet. L'armée tout entière se rue contre les murs, avec les béliers, les canons, les échelles à grappins et lance-flammes. Un grand tumulte se fait, les assiégeants poussent des cris de colère. Elles, faisant moduler leur voix dans des stridences qui exaspèrent l'oreille, avec les flèches, avec les pierres, avec la poix brûlante, une à une, soutiennent le siège, ne bougeant pas de leur place, si ce n'est pour porter secours à l'une d'entre elles ou pour remplacer une morte. À l'intérieur, de longues processions vont et viennent, les unes portant la poix, les autres l'eau pour éteindre les incendies. Au-dessus des murs, les combattantes sont vues, chantant sans s'arrêter, leurs grandes bouches ouvertes sur des dents blanches. Dans leurs visages noircis, les joues brillent encore. Certaines ont de grands rires et, portant en avant leurs seins nus dans un mouvement brutal, elles manifestent leur agressivité. Elles sont sur leurs chevaux, bondissants, sans cesse cabrées. Elles se portent sans ordre à la rencontre de l'armée ennemie. Elles ont peint leur visage et leurs jambes de couleurs vives. Les cris qu'elles poussent sont si terribles que nombreux sont ceux parmi leurs adversaires qui, lâchant leurs armes, courent droit devant eux en se bouchant les oreilles. Elles sont sur les crêtes qui dominent le passage. Les Ophidiennes, les Odonates, les Oogones, les Odoacres, les Olynciennes, les Oolites, celles d'Ormure, celles d'Orphise, les Oriennes, ont passé à l'attaque, rassemblées. Leur arme la plus redoutable est l'ospa. Elles la tiennent dressée au-dessus de leur tête et la font bouger à toute vitesse avec des moulinets de leur bras droit, comme un lasso que l'on projette devant soi, ou comme la lanière de cuir munie de bolos que l'on lance autour des jambes de chevaux sauvages pour les entraver. L'ospa est invisible tant qu'elle n'entre pas en action. Quand elle est maniée au cours du combat, elle se matérialise en un cercle vert qui crépite en exhalant des odeurs. Elle crée ainsi, avec l'ospa, en la faisant bouger à toute vitesse dans une direction donnée, un chant mortel. La coalition des hauts est formée par des combattantes pleines de courage, audacieuses, âpres, qui ne reculent pas. À Hippolyte, on a envoyé le lion de la triple nuit. Elles disent qu'il a fallu 3 nuits pour engendrer un monstre à figure humaine capable de vaincre la reine des Amazones. Quel dur combat elle a mené avec l'arc et les flèches
Combien acharnée a été sa résistance quand elle l'a eu entraîné loin dans les montagnes pour ne pas compromettre la vie de ses proches. Elles disent qu'elles ne le savent pas, que l'histoire n'en a pas été écrite. Elles disent qu'à ce jour, elles ont toujours été vaincues. Elles disent « Malédiction, c'est par la ruse qu'il t'a chassé du paradis de la terre. En rampant, il s'est insinué en toi. Il t'a dérobé la passion de connaître, dont il est écrit qu'elle a les yeux de l'aigle, les ailes de la chouette, les pieds du dragon. Il t'a fait esclave par la ruse. Toi qui as dérobé ton savoir, il a fermé ta mémoire à ce que tu as été. Il a fait de toi celle qui n'est pas, celle qui ne parle pas, celle qui ne possède pas, celle qui n'écrit pas. Il a fait de toi une créature vile et déchue. Il t'a bâillonné, abusé, trompé. Usant de stratagèmes, il a fermé ton entendement. Il a tissé autour de toi un long texte de défaite qu'il a baptisé « nécessaire à ton bien-être, à ta nature ». Il a inventé ton histoire. Mais le temps vient où tu écrases le serpent sous ton pied. Le temps vient où tu peux crier, dresser, pleine d'ardeur et de courage. Le paradis est à l'ombre des épées. Elles disent, ils t'ont tenu à distance. Ils t'ont maintenu, ils t'ont érigé, constitué dans une différence essentielle. Elles disent, ils t'ont tel quel adoré à l'égal d'une déesse, ou bien ils t'ont brûlé sur leur bûcher, ou bien ils t'ont relégué à leur service dans leurs arrière-cours. Elles disent, ce faisant, ils t'ont toujours, dans leur discours, traîné dans la boue. Elles disent, ils t'ont, dans leur discours, possédé, violé, prise, soumise, humilié, tous leurs sous. Elles disent que, chose étrange, ce qu'ils ont dans leur discours érigé comme une différence essentielle, ce sont des variantes biologiques. Elles disent, ils t'ont décrite comme ils ont décrit les races qu'ils ont appelées inférieures.
Elles disent oui. Ce sont les mêmes oppresseurs dominateurs, les mêmes maîtres qui ont dit que les nègres et les femelles n'ont pas le cœur, la rate, le foie à la même place qu'eux, que la différence de sexe, la différence de couleur signifie l'infériorité, droit pour eux à la domination et l'appropriation. Elles disent oui. Ce sont les mêmes oppresseurs dominateurs qui ont écrit des nègres et des femelles, qu'ils sont universellement fourbes, hypocrites, rusés, menteurs, superficiels, gourmands, pusillanimes, que leur pensée est intuitive et sans logique, que chez eux, la nature est ce qui parle le plus fort, etc. Elles disent oui. Ce sont les mêmes oppresseurs dominateurs qui dorment couchés sur leur coffre pour protéger leur argent et qui tremblent de peur quand la nuit vient. Elles disent, vile créature, dont la possession équivaut au bonheur, bétail sacré qui va de pair avec les richesses, le pouvoir, le loisir. En effet, n'a-t-il pas écrit le pouvoir et la possession des femmes, le loisir et la jouissance des femmes? Il a écrit que tu es monnaie d'échange, que tu es signe d'échange. Il écrit troc, possession, acquisition des femmes et des marchandises. Mieux vaut pour toi compter tes tripes au soleil et râler, frappé de mort, plutôt que de vivre une vie que quiconque peut s'approprier. Qu'est-ce qui t'appartient sur cette terre? Seule la mort. Nulle force au monde ne peut te la dérober. Et explique-toi, raconte-toi, raisonne-toi. Si le bonheur, c'est la possession de quelque chose, alors tends à ce bonheur suprême, mourir. Elles disent honte à toi. Elles disent tu es domestiqué, gavé comme les oies dans la cour du fermier qui les engraisse. Elles disent tu te pavanes. Tu n'as d'autre souci que de jouir des biens que te dispense ton maître. Elles disent, il n'y a pas de spectacle plus affligeant que celui des esclaves qui se complaisent dans leur état de servitude. Elles disent, tu es loin d'avoir la fierté des oiselles sauvages qui, lorsqu'on les a emprisonnées, refusent de couver leurs œufs. Elles disent, prends exemple sur les oiselles sauvages qui, si elles s'accouplent avec les mâles pour tromper leur ennui, refusent de se reproduire tant qu'elles ne sont pas en liberté. Elles disent ensemble, le monde nous appartient. Elles disent ensemble, le monde à nous. Elles parlent ensemble du danger qu'elles ont été pour le pouvoir. Elles racontent comment on les a brûlées sur des bûchers pour les empêcher à l'avenir de s'assembler. Elles ont pu commander aux tempêtes, faire sombrer des flottes, défaire des armées. Elles ont été maîtresses des poisons, des vents, des volontés. Elles ont pu, à leur gré, exercer leur pouvoir et transférer
toutes sortes de personnalités dans de simples animaux. Les oies, des cochons, des oiseaux, des tortues. Elles ont commandé à la vie et à la mort. Leur puissance conjuguée a menacé les hiérarchies, les systèmes de gouvernement, les autorités. Leur savoir a rivalisé avec succès avec le savoir officiel auquel elles n'ont pas accès. Il l'a mise au défi, il l'a prise en défaut, il l'a menacée, il l'a fait paraître inefficace. Aucune police n'a été trop puissante pour les traquer, aucune délation trop opportuniste, aucun supplice trop brutal, aucune armée n'a paru trop disproportionnée en force pour s'attaquer à elles, une par une, et les détruire. Elles disent ensemble, le monde nous appartient. Elles disent ensemble, le monde, un nouveau monde. Elles disent, malheureuse, ils t'ont chassée du monde des signes. Et cependant, ils t'ont donné des noms. Ils t'ont appelée esclave. Toi, malheureuse esclave. Comme des maîtres, ils ont exercé le droit de maître et ils écrivent de ce droit qu'il va si loin que l'on peut considérer l'origine du langage comme un acte d'autorité émanant de celui qui domine. Ainsi, ils disent qu'ils ont dit « ceci est telle ou telle chose ». Ils ont attaché à un objet et à un fait tel vocable. Et par là, ils se le sont, pour ainsi dire, appropriés. Elles disent ensemble, le monde nous appartient. Elles disent ensemble, le monde, un nouveau monde. Elles disent, ce faisant, ils ont gueulé, hurlé de toute leur force pour te réduire au silence. Elles disent, le langage que tu parles t'empoisonne la glotte, la langue, le palais, les lèvres. Elles disent, le langage que tu parles est fait de mots qui te tuent. Elles disent, le langage que tu parles est fait de signes qui désignent ce qu'ils se sont appropriés, ce sur quoi ils n'ont pas fondu comme des rapaces aux yeux multiples. Cela n'apparaît pas dans le langage que tu parles. Cela se manifeste juste dans l'intervalle que les maîtres n'ont pas pu combler avec leurs mots de propriétaire et de possesseur. Cela peut se chercher dans la lacune, dans tout ce qui n'est pas la continuité de leur discours, dans le zéro, le haut, le cercle parfait que tu inventes pour les emprisonner et pour les vaincre. Elles disent, tu ne seras jamais trop déterminé pour cesser de parler leur langage, pour brûler leur monnaie d'échange, leurs effigies, leurs œuvres d'art, leurs symboles. Elles disent, ils ont tout prévu. Ta révolte, ils l'ont baptisée révolte d'esclaves, révolte contre nature. Ils l'appellent révolte par laquelle tu veux t'approprier ce qui leur appartient. Le phallus. Elles disent, je refuse désormais de parler ce langage, je refuse de marmotter après eux les mots de manque. Manque de pénis, manque d'argent, manque de ci, manque de non. Quoi? Manque de pénis, manque d'argent, manque de ci, manque de non. Manque de pénis, manque d'argent, manque de ci, manque de non. Manque de pénis, manque d'argent, manque de ci, manque de non. Je refuse de prononcer les mots de possession et de non-possession.
si je m'approprie le monde, que ce soit pour créer des rapports nouveaux entre moi et le monde. Elles disent qu'il faut faire abstraction des discours qu'on leur a fait tenir contre leurs pensées et qui ont obéi aux codes et aux conventions des cultures qui les ont domestiquées. domestiqués. Elles disent qu'en ce qui les concerne, tout est à faire à partir d'éléments embryonnaires. Elles disent qu'en premier lieu, le vocabulaire de toutes les langues est à examiner, à modifier, à bouleverser de fond en comble. Elles disent qu'à partir du moment où les féminins refont défaut, elles peuvent se reporter à ce temps où, pour ce qui les caractérise, elles ont fait la guerre. Elles disent que tout ce qu'elles ont à faire, c'est inventer les termes qui les décrivent sans se reporter conventionnellement aux herbiers ou aux bestiaires. Elles disent que ce qu'elles doivent avant tout mentionner, c'est Leur force et leur courage. Elles disent qu'au point où elles en sont, elles doivent examiner le principe qui les a guidées. Elles disent qu'elles n'ont pas à puiser leur force dans des symboles. Elles disent que ce qu'elles sont ne peut pas être compromis désormais. Elles disent alors qu'il faut cesser d'exalter les vulves. Elles disent qu'elles doivent rompre le dernier lien qui les rattache à une culture morte. Elles disent que tout symbole qui exalte le corps est fragmenté et temporaire, doit disparaître. Jadis, il a été ainsi. Elles, corps intègres, premiers, principaux, s'avancent en marchant ensemble dans un autre monde. Elles disent que, tandis que le monde est plein de bruit, elles les voient déjà s'emparer des cités industrielles. Elles sont dans les usines, dans les aérodromes, dans les maisons de la radio. Elles contrôlent les communications. Elles ont mis la main sur les usines d'aéronautique, d'électronique, de balistique, d'informatique. Elles sont dans les fonderies, dans les hauts fourneaux, les chantiers navals, les arsenaux, les raffineries, les distilleries. Elles se sont emparées des presses, des pompes, des laminoirs, des treuils, des poulies, des grues, des turbines, des marteaux-piqueurs, des arcs, des chalumeaux. Elles disent qu'elles les voient se déplacer avec force et bonheur. Elles disent qu'elles les entendent crier et chanter. Le soleil peut briller, le monde nous appartient. Elles disent, si je me laisse après ces grands travaux, je vais rouler ivre de sommeil et de fatigue. Elles disent non. Il ne faut pas s'arrêter un seul instant. Elles disent, comparez-vous au feu subtil. Elles disent que votre poitrine soit une fournaise, que votre sang se réchauffe comme un métal qui s'apprête à fondre. Elles disent que votre œil soit ardent, votre haleine brûlante. Elles disent votre force, vous la connaîtrez les armes à la main. Elles disent éprouvez au combat votre force légendaire. Elles disent vous qui êtes invincibles, soyez invincibles. Elles disent allez, répandez-vous sur toute la surface de la terre. Elles disent existe-t-il une arme qui peut prévaloir contre nous? Elles disent prends ton temps. Considère cette nouvelle espèce qui cherche un nouveau langage. Un grand vent balaie la terre. Le soleil va se lever. Les oiseaux ne chantent pas encore. Les couleurs lilas et violets du ciel s'éclaircissent. Elles disent « Par quoi vas-tu commencer ?» Elles disent « Les prisons sont ouvertes
et servent d'asile de nuit. Elles disent qu'elles ont rompu avec la notion du dedans et du dehors, que les usines ont chacune abattu un de leurs murs, que les bureaux ont été installés en plein air sur les digues, dans les rizières. Elles disent que l'événement est mémorable, quoique préparé de longue durée et mentionné de façon diverse par les historiens et les écrivains, les faiseurs de vers. Elles disent que oui. Dorénavant, elles sont prêtes. Elles disent que les tétons, que les cils courbes, que les hanches plates ou évasées. Elles disent que les ventres bombés ou creux. Elles disent que les vulves sont désormais en mouvement. Elles disent qu'elles inventent une nouvelle dynamique. Elles disent qu'elles sortent de leur toile. Elles disent qu'elles descendent de leur lit. Elles disent qu'elles quittent les musées, les vitrines d'exposition, les socles où on les a fixés. Elles disent qu'elles sont toutes étonnées de se mouvoir. Elles disent, n'est-ce pas magnifique en vérité? Les vases sont debout. Les potiches ont attrapé des jambes. Elles disent, la pente des collines ne va-t-elle pas repousser leur assaut? Elles disent, les vases, désormais vides de semences, resserrent leurs flancs. Ils se déplacent, lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Elles disent, c'est le sacrilège, la violation de tous les règlements. Les vases, enterrés jusqu'au col et réceptacles des objets les plus divers, spermatozoïdes humains, pièces de monnaie, fleurs, terre, messages. Elles disent qu'ils se déplacent, lentement d'abord, puis de plus en plus vite. À qui demande pourquoi ces excès? Ne doivent-ils pas avoir la violence en dégoût? Puis leur constitution n'est-elle pas fragile? Et dès le premier assaut, ne briseront-ils pas, s'ils ne sont pas déjà brisés, pour s'être entrechoqués? Elles disent, écoutez, écoutez! Elles crient, Evoé! En sautant comme de jeunes chevaux sur les bords de l'Eurotas. Lacune. Lacune. Contre-texte. Contresens. Ce qui est à écrire, violence. Hors texte, dans une autre écriture. Pressant, menaçant. Marche, espace, intervalle. Sans relâche. Geste. Renversement. Geste. Renversement. Geste. Renversement. Mues par une impulsion commune, nous étions toutes debout pour retrouver comme à tâtons le cours égal, l'unisson exaltant de l'international. Une vieille soldate grisonnante sanglotait comme une enfant. Alexandra Ollontai retenait à peine ses larmes. L'immense chant envahit la salle, creva portes et fenêtres, monta vers le ciel calme. La guerre est terminée. La guerre est terminée? Dit à mes côtés une jeune ouvrière. Son visage rayonnait. Et lorsque ce fut fini et que nous restions là, dans une sorte de silence embarrassé, quelqu'un au fond de la salle cria « Camarades, souvenons-nous de celles qui sont mortes pour la liberté. » Et nous entonnâmes alors la marche funèbre, un air lent, mélancolique, et pourtant triomphant. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, le vent
Connaissons-nous les femmes? Parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime les femmes. Ensemble révoltons-nous. Levons-nous femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Debout, debout, debout. T'as le petit papier ? Restez sur scène, restez sur scène. Il y a du son ? Bonsoir, merci de votre présence et puis de cet enthousiasme. La compagnie Actéar remercie chaleureusement le collectif Philomèle qui nous a invités à nous produire devant vous ce soir. Et nous sommes heureuses donc d'avoir pu présenter cette lecture performative avec à la création musicale Estelle Grand pour tout ce qui est... Pour tout ce qui est musique, mixage, création, effets sonores. Et puis pour la performance, danse, chorégraphie, interprétation théâtrale, Kaya Klajda. Alors pour la conception, mise en voix et interprétation, Géraldine Hollen. Avec le concours de Mélanie Lègle, costumière pour la conception et réalisation de la robe que vous avez vue. Et également la participation des voix rebelles pour les parties chorales et la bande-son. Et sous l'œil bienveillant d'Evelyne Père, une voix rebelle, qui a fait l'assistante de répétition. Donc c'était vraiment important d'avoir son écoute et son œil attentif. Alors ce spectacle a été rendu possible grâce au service culturel de Sorbonne Université. Et nous remercions particulièrement toute l'équipe de Yann Migoubert pour le soutien tant administratif que technique, et notamment pour l'habillage en lumière à la régie lumière Franck Loyer, voilà, qui est tout en haut. Et pour la balance son et tous les micros, toute l'infrastructure, eh bien, la mise en place de toute l'infrastructure et aussi matériel qui a été nécessaire dans cet amphi qui en fait était totalement vide. Olivier Jacquet.
Et enfin, Aymeric de Tarlet, qui est à la captation vidéo. Merci beaucoup. Et si vous le souhaitez, avant de nous quitter, on peut peut-être refaire l'hymne des femmes. Voilà, vous avez les paroles dans les programmes. Donc là, cette fois-ci, on a une musique un petit peu plus dansante.